bonjour à tous, il est 12h46 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets aussi développés que les innovations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, c'est la suite de l'émission de la semaine dernière, car nous aborderons plus profondément le sujet des GAFAM. Nous écouterons donc Ilan et Paul, l'un de nos invités d'aujourd'hui, en parler en détail. Puis après une petite pause bien méritée, on enchaînera avec un petit débat, plutôt gros débat, sur l'avenir du modèle d'entreprise actuel. Bonjour tout le monde. Bonjour. On accueille donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, Paul qui était déjà venu. Ouais. Et François, professeur de SES OLP2I, qui a fait vraiment l'effort de venir, l'effort incommensurable. Ça nous fait très plaisir d'être là. Merci à moi aussi. Et donc il va pouvoir apporter une vision beaucoup plus professionnelle, entre guillemets, durant notre débat. Et des précisions techniques peut-être sur notre chronique Exactement. aussi. Vous êtes prêts pour y aller ? Prêt ? Non. Est-ce qu'on va le faire ? Oui. Parce qu'il faut savoir que la chronique qui est à venir est énorme. C'est parti. Hey, bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes, et aujourd'hui, accompagné de Paul, Bonjour à tous. nous allons vous parler un peu GAFAM ainsi que notre vision sur la chose. Donc installe-toi confortablement, monte un peu de volume et profite de cet instant de pur kiff. Bon, pour commencer, déjà posons les bases. Qu'est-ce que c'est les GAFAM ? Alors, dans la théorie, c'est simple. Mais bon, essayons d'être le plus complet possible. Donc GAFAM, c'est un acronyme qui désigne les entreprises Google, Apple, Facebook, Amazon ainsi que Microsoft, soit les 5 plus grandes entreprises du monde de l'Internet, et pas que, car elles sont également présentes dans plein d'autres domaines. Il existe également d'autres acronymes pour désigner ce genre d'entreprise, comme NATU par exemple, pour les 4 sociétés très importantes qui sont Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Bon, pour les 2-3 du fond qui vivent dans une grotte depuis leur naissance, nous allons quand même rappeler ce que sont ces entreprises. Premièrement, Google. Alors Google, c'est une toute petite société, pas bien grosse, fondée par Larry Page et Sergey Brin en 1998, qui propose quelques petits services comme Search, Gmail, Drive, Maps, Earth, Street View, traduction YouTube, la Google Suite, Google Chrome, Google Agenda et bien d'autres. Bon, blague à part, Google, ou plus présent Alphabet, la société mère, possède énormément de choses. Pour citer les moins connus, leur gamme de téléphonie, les Google Pixel, le système d'exploitation Android qu'ils ont racheté, les Google Glass, des lunettes de réalité virtuelle, Recaptcha, AdSense, Google Analytics, Google Car avec l'entreprise Waymo qu'ils ont acheté également, Google Home, Waze, Fitbit ou encore DeepMind spécialisé dans l'IA, etc., etc. Donc ensuite, on a Apple, la société précurseuse en termes de produits électroniques, fondée par Steve Jobs, et qui propose notamment le Mac, l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch et des logiciels comme iTunes, Final Cut Pro ou encore Logic Pro. En quelques chiffres, Apple, c'est 2850 milliards de dollars de capitalisation boursière. En même temps, avec le prix du dernier iPhone... Bref, je disais, par comparaison, le CAC 40, c'est soit les 40 plus grandes entreprises françaises, c'est environ 2400 milliards. Mais Apple, c'est aussi 154 000 employés, 1 milliard d'iPhone actifs dans le monde, mais aussi 23,4% des parts du marché au cours du 4e trimestre de 2020. Pour ce qui est de Facebook, l'entreprise a été fondée en 2006 par Mark Zuckerberg et quelques camarades d'Harvard, notamment Eduardo Saverin. L'entreprise, maintenant renommée Meta, possède Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, Oculus, Horizon World, JBGo ou encore PrivateCore. Bref, de nombreux réseaux sociaux ou logiciels de télécommunication, sans qui nous sommes bien embêtés, on se rappelle bien évidemment du crash de ces services en octobre 2021. Pour ceux que ça intéresse, le film The Social Network est un très bon film qui parle de la création de Facebook et des problèmes autour de celle-ci. Vient ensuite le géant, que dis-je, le titan du commerce en ligne. Amazon, lancé en 2000 par l'homme qui deviendra le plus riche du monde, du moins pendant quelques temps, Jeff Bezos. Mais aujourd'hui, Amazon, ce n'est plus que de la vente de produits, c'est également Twitch, Amazon Prime, leur plateforme de streaming en ligne, Kindle, Audible, Alexa, ainsi qu'Amazon Robotics. En termes d'argent, Amazon, c'est 1659 milliards de dollars de capitalisation et 137,41 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'année 2021. Et pour finir, donc la plus petite des GAFAM, celle dont sa place est la plus controversée, Microsoft. Créée par Bill Gates et Paul Allen, cette multinationale a notamment créé le très connu Windows, un système d'exploitation qui, toutes versions confondues, est aujourd'hui installé à pas loin de 75% des ordinateurs. Microsoft possède également Xbox, Mojang, Skype, TeamSpeak, LinkedIn, Bing, Microsoft Edge, HoloLens, Visual Studio, Azure ou encore MSN. Ce sont aussi les créateurs et possesseurs de très connus PowerPoint, Word ou encore Excel. Bon, maintenant un petit tir groupé mais rapide pour les natus, Netflix, Airbnb, Tesla,
Netflix, Airbnb, Tesla et Uber, qui sont des entreprises importantes aujourd'hui, mais qui s'éloignent un peu de notre sujet, en tout cas de l'angle dans lequel on souhaite l'attaquer. Alors Netflix a été créé en 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph et est, sans vouloir trop m'avancer, la plus grosse plateforme de streaming en ligne. C'est également une société de production de contenu vidéo, des films et des séries accessibles uniquement sur leur plateforme. Airbnb est une plateforme communautaire de location de logements de particuliers ou d'entreprises hôtelières qui a été fondée en 2008 par 3 Américains au nom vraiment compliqué. Je vous avoue que j'ai un peu de mal personnellement à comprendre pourquoi Airbnb est parfois considéré comme une entreprise pouvant faire partie des GAFAM, mais je pense que c'est pour son ascension fulgurante et surtout pour la manière dont ils ont complètement réinventé la manière de louer un logement et à quel point ils font concurrence aux hôtels aujourd'hui. Quant à Tesla, c'est un constructeur automobile de voitures électriques 100% autonomes, non pas fondé par Elon Musk, mais bien par Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Wow. Tesla se démarque par son innovation en termes d'intelligence artificielle, en termes de conception et de production d'automobiles, ainsi qu'en termes d'innovation technique et technologique. On peut citer par exemple le Cybertruck, un 4x4 au look et aux technologies futuristes, un semi-remorque 100% électrique ou encore le Tesla Bot, un robot qui nous assisterait au quotidien et bien d'autres innovations. Bon, en réalité, beaucoup de ces choses restent encore à l'état de projet, mais cela n'empêche en rien l'entreprise d'être particulièrement innovante. Pour finir cette longue introduction, Uber, qui est une entreprise technologique américaine qui développe et exploite des applications mobiles qui met en relation des utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport. Donc cette entreprise créée en 2009 a révolutionné les déplacements des gens, surtout en milieu urbain. L'une des filiales, Uber Eats, permet de se faire livrer à domicile en un temps record de la nourriture venant directement de divers restaurants. Bon, jusque-là, vous pouvez vous dire « Oh là là, ce sont de grosses entreprises, mais bon, ça s'arrête là ». Bien, vous avez tort, car même si vous pensez être exempt de leur emprise, ou si vous pensez qu'ils n'ont pas de pouvoir que sur l'ensemble de notre monde, vous vous trompez. Et on peut vous montrer cela en quelques chiffres. Car oui, les GAFAM, c'est 22% de l'indice boursier S&P 500 aux USA et 27,2% avec Netflix. Bon, pour la petite précision, l'indice boursier, c'est simplement un indicateur de l'évolution d'un marché ou d'un secteur économique. En d'autres termes, cet indice boursier permet de connaître la tendance et l'évolution globale de l'économie et de la finance en se basant sur un marché, comme c'est le cas en France avec le CAC 40, ou sur un secteur d'activité spécifique tel que l'indice Euronext avec le secteur de l'automobile. On m'annonce dans l'oreillette que nous avons perdu la plupart de nos auditeurs à la suite de cette longue explication. Je me demande si l'indice boursier, c'est vraiment un indice, un indicateur, ou plutôt quelque chose d'exhaustif qui est vraiment une règle absolue qu'on peut suivre pour voir l'évolution du marché. C'est ce qui... Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est ce qui permet d'en délier la tendance. C'est-à-dire que si, en fait, quand tu regardes le CAC 40 et du coup cet indice boursier, si tu vois que tout le CAC 40 est en train de baisser, que leurs fortunes sont en train de baisser, tu vas pas forcément te dire... Investir dedans. Voilà, ouais. Par exemple. Donc ça sert plus en termes d'indiquer la santé du marché plutôt que règle absolue. Et donc pour nous, simples consommateurs lambda, on s'en fiche un peu de voir ça. Faut s'intéresser à tout quand même. Donc oui, si je résume, les GAFAM, c'est 22% de ce qui permet de délier la tendance du marché des États-Unis. De plus, c'est aussi 45% du Nasdaq, donc la deuxième plus grande bourse de valeur des États-Unis. Et pour donner un dernier chiffre en rapport avec l'économie, bon, ou pas, l'évolution de la capitalisation boursière des GAFAM, et de Netflix compris, représente 530 milliards de dollars de 2014... 5300. 5300. T'as oublié un zéro. J'ai oublié un zéro. De milliards de dollars entre 2014 et 2021. C'est soit 4 fois celle du CAC 40 sur le même intervalle. Mais les GAFAM, ce n'est pas qu'une puissance économique, c'est aussi une grande puissance diplomatique, politique, médiatique peut-être. Oui, je ne trouve pas vraiment le bon mot pour qualifier le pouvoir qu'elles ont, mais comme l'a dit le président de France Info, Vincent Giret, les GAFAM commencent à être reconnus non comme seule entité économique, mais comme puissance politique. Voilà, on va commencer maintenant un petit point de géographie, de géopolitique. Vous n'êtes pas sans savoir que sur notre très chère planète, il y a des océans. Mais non. Eh bien si, et ça implique quelque chose d'important pour nos télécommunications. Pour pouvoir communiquer à travers la planète et au-delà des continents, il existe deux moyens, par satellite ou par câble sous-marin donc. Bon, pour ce qui est de la proportion, 99% du trafic mondial de données passe sous les eaux. Et donc moins d'1% pour les satellites, ce qui est donc clairement négligeable. Il faut savoir que les GAFAM, enfin plus largement les fournisseurs technologiques, contribuent à près de 70% du financement et de la pose des câbles depuis près de 10 ans. Google a investi dans 20 projets de câbles, dont 6 qui sont réservés exclusivement à son propre usage. Facebook a investi sur 16 projets, Amazon 5 et Microsoft 5 également. Oh, Apple, les pauvres, ils n'en possèdent même pas. Bref, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle quand même de câbles qui passent sous l'océan. On ne parle pas ici de petits câbles ADSL qui fournissent à ta maison un accès Internet. On parle de câbles d'un diamètre de 10 cm en moyenne, qui peuvent mesurer des dizaines de milliers de kilomètres et qui coûtent parfois jusqu'à 700 millions de dollars. Et tout ça pour un câble de la taille d'un cheveu ? Absolument, mais sans ça, pas de Netflix and Chill ou de recherche Google. Oh,
Ah oui, en fait, on a oublié de préciser quelque chose. C'est que Google a aussi investi dans l'installation de la fibre optique dans plusieurs villes de la côte ouest américaine il y a quelques années. De plus, les GAFAM sont des sociétés qui sont développées sur Internet, mais dans les années 80-90. Et entre-temps, ce monde-là a énormément évolué. Et dans un sens particulier, celui des réseaux sociaux. Effectivement, donc en 2021, 53,6% de la population mondiale est présente sur les réseaux sociaux, à raison de plus de 4,2 milliards de comptes actifs. En moyenne, une personne a environ 8 comptes sur différentes plateformes de réseaux sociaux et y consacre pas moins de 2h30 par jour. Dans un monde d'aussi grande sociabilité virtuelle, il est inconcevable pour les GAFAM de ne pas se jeter dans l'aventure. C'est donc pas pour rien que toutes ces entreprises en détiennent une autre spécialisée dans le domaine, comme Amazon qui détient la plateforme de streaming en direct Twitch, ou Google avec leurs multiples essais tels que Google+, ou Google Me, ou même tout simplement le cas de Facebook en général. De plus, le fait que, comme vu précédemment, ces firmes aient un immense pouvoir sur la politique, la diplomatie et le contrôle de données en général, peut amener à se poser énormément de questions d'ordre moral et éthique. Je veux dire, si des sociétés qui se comptent sur les doigts d'une main ont la capacité de contrôler le transit de données de savoir, elles sont donc en capacité de contrôler bien plus, comme les avis, les opinions. Enfin, ça fait peur quand même. Oui, laissez-nous donc introduire le film, ou plutôt le documentaire du jour, Derrière nos écrans de fumée, ou le titre anglais original, The Social Dilemma. Pour vous faire une rapide présentation, c'est un documentaire drame américain de 89 minutes, écrit et réalisé par Jeff Orlowski, et publié le 9 septembre 2020. Ah oui, et point drôle à cause de notre sujet, ce film a été publié par Netflix. Enfin bref, ce documentaire a pour but de parler de la montée en puissance des réseaux sociaux et plus généralement des médias sociaux tels que Google, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Apple, Uber, Mozilla, etc., etc. Il y en a tellement. Donc, lors de ce documentaire, de nombreux employés de ces fameuses entreprises, et généralement des hauts cadres, voire des anciens présidents, ont été interviewés sur leur vision des choses sur ce système et sur la dangerosité de leur propre création. Ils parlent également du fonctionnement de tous ces médias, de pourquoi il est important de prendre conscience de tout ça. Bref, c'est vraiment un documentaire à voir qui change votre vision des choses et que je conseille vraiment à tout le monde. Bon, pour commencer, j'imagine que vous êtes sûrement déjà fait réprimander par vos parents car vous étiez trop sur les écrans, que c'est dangereux. Peut-être vous a-t-on même déjà dit que vous étiez addict. Mais comment peut-on vraiment être addict à ça, à nos téléphones, aux géants du net, aux réseaux sociaux ? Et à ça, on vous répondra que même Tim Kendall était tombé dans le piège, que même Jeff Sieber y a été addict. Attends, c'est qui ça, Tim et son pote Jeff cybersécurité là? Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de préciser. Alors, Tim Kendall n'est ni plus ni moins que l'ancien président de Pinterest, a été le responsable de la monétisation de Facebook pendant 5 ans, et le cofondateur de Moment, une application qui permet de mieux comprendre l'utilisation que nous faisons de nos outils technologiques et qui lutte contre l'addiction au téléphone. Le but est de définir un temps donné pour telle ou telle action et ou application. Et Jeff Sieber, son pote, comme tu dis, c'est lui qui a fondé Crash Analytics, l'une des premières plateformes de crash report, qui sera rachetée plus de 100 millions de dollars par Twitter. Twitter, d'ailleurs, qui sera l'entreprise dans laquelle il travaillera pendant plusieurs années dans la partie développement du réseau social, puis comme chef de produit grand public. Bon, en gros, c'est pas n'importe qui dans le domaine d'Internet et des réseaux sociaux. Et eux-mêmes ont dit avoir été addicts à leur téléphone, à ce fameux social network que même eux développaient. Jeff Sieber dira que même en connaissant les coulisses, je suis quand même tombé dans le piège. Ce qui est impressionnant, c'est que ce ne sont pas les seuls à parler d'addiction et d'éthique dans ces milieux-là. On peut citer Tristan Harris, qui est considéré comme l'un des derniers lanceurs d'alerte. Les premiers? Oui, l'un des premiers, lanceurs d'alerte. Et du coup, Ilan, tu peux juste me rappeler qui c'est justement Tristan ? Ah bah oui, alors. Tristan Harris est l'ex-responsable de l'éthique du design chez Google. Oui, éthique, design, ça commence à revenir beaucoup, mais on y reviendra juste après. Mais aussi le cofondateur de Center of Human Technology, une association à but non lucratif qui cherche à renverser ce qu'ils appellent la crise de l'attention numérique. Merci. Et donc pour la petite histoire, il en a eu marre des discussions qui portaient sur les dark patterns du géant Google. Ah oui, Ilan explique ça aussi, les dark patterns. Alors, pas de problème. Pour faire simple, un dark pattern, c'est un design qui a été spécialement conçu pour manipuler ou inciter un utilisateur. Par exemple, on a tous connu cette pop-up sur un site qui nous demande soit d'accepter tous les cookies avec un beau bouton bleu coloré, bien visible, soit à côté les paramétrer avec un bouton déjà beaucoup plus terne, ou bien caché dans le petit coin, sans encadrement, sans être un réel bouton, dans l'angle tout en haut, bien loin des deux premiers, le petit texte qui vous permet de refuser tous ces fameux trackers. Là, certains d'entre vous sont peut-être en train de se dire « ça va, ce n'est rien de très grave, au moins on peut les refuser les trackers ». Sauf qu'il existe plein d'autres cas, par exemple, pourquoi est-ce que c'est toujours super simple de s'abonner à un site, mais toujours hyper long et compliqué de se désabonner ? Et bien souvent, les interfaces sont faites pour tromper, dans le seul intérêt d'une entreprise qui est, je le rappelle, déjà capitalisée à plusieurs centaines, voire milliers de milliards de dollars. Pour ceux que ça intéresse, et qui voudraient explorer un peu tout ça, il y a le site User Interface,
userinYerface.com. C'est bien, t'as passé ta maternelle. Oui, je sais. Qui vous permettra de vous rendre compte du fléau de ce genre de design que ce genre de design représente. Pardon. Exactement. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à se poser des questions d'ordre, encore une fois, éthique sur le sujet. Et est-ce moralement bon qu'on souhaite influencer et contrôler les utilisateurs à ce point ? Bon, on a beaucoup de choses à dire sur cette question, mais finissons d'abord avec la petite histoire de Tristan. Donc Tristan Harris, qui travaillait sur le projet de Gmail et Gmail Chat, et il en avait marre du coup des discussions qui se portaient sur la couleur de tel ou tel bouton, de la forme de tel ou tel design, pour que les utilisateurs restent le plus longtemps connectés possible. Et un jour, prenant un peu de recul, il s'est rendu compte que lui-même était pris dans cette boucle, qu'il était lui-même addict à ses mails. Et si même lui, qui connaît le fonctionnement et travaille sur le projet, a été pris dans cette boucle infernale, imaginez le commun des users. C'est pourquoi il commença, sans réel but, une présentation à ce sujet, présentation qu'il partage à une vingtaine de ses collègues. Et c'est inespérément que cela crée un engouement, un réel mouvement pour se battre pour l'éthique dans le monde virtuel. Et ces idéaux remonteront même jusqu'aux oreilles de Larry Page, l'un des deux fondateurs de Google, qui dira être d'accord avec la nécessité de changer. Et puis, avec près de 10 000 employés raccordés à ces idées, rien ne se passe. Aucune réaction, aucun changement. Il quittera donc Google pour cofonder son association afin de mener des actions réelles. Bon, et tant qu'on parle un peu de Google, dans le documentaire, il y a également un interview de l'homme qui a co-inventé Google Drive, Gmail Chat, les pages Facebook et le bouton j'aime chez Facebook. Autant dire que son travail n'est pas anodin dans le milieu de la tech. Enfin bon, on ne va pas s'attarder non plus sur chaque personne de ce documentaire, à moins que vous soyez prêts à rester ici pour la nuit. Mais attends, Paul. Question rapide. On est d'accord qu'on vient de dire que le but des plateformes, c'est aussi le problème, c'est de nous rendre addicts. Oui. De faire en sorte qu'on se connecte toujours plus souvent, toujours plus longuement. Oui, jusque je te suis. Mais ils gagnent quoi ? Enfin, je veux dire, comment ils peuvent se faire de l'argent avec des scrolls ou des likes ? Ah, sujet intéressant que tu abordes. Bon, je bosse pas chez eux perso, mais je ne vais faire que citer Tim Kendall, dont on a déjà parlé. Qui est Tim Kendall ? Léo ? Noé peut-être ? Monsieur ? Non. C'est pas, c'est pas le mec de Twitter. Ah non, c'est le directeur marketing chez Facebook, qu'il a été pendant 5 ans. Et l'ancien président de Pinterest. Bref, dans ce documentaire... Un petit mec, quoi. Ouais, c'est ça. Directeur marketing, c'est pas rien. Bref, donc du coup, dans ce documentaire, il parle un peu du fonctionnement de Facebook et des réseaux sociaux. Plus généralement, il dira le but est de nous faire rester le plus longtemps possible. Pourquoi ? La réponse est très simple. Quand vous scrollez sur Instagram, par exemple, entre un post de canard mignon et une photo de Tata Elisabeth aux Seychelles, s'y met souvent de nombreuses pubs. Pubs qui te vendent à des sommes qui, ramenées à l'unité, peuvent paraître dérisoires, souvent pas plus de quelques centimes ou quelques dizaines de centimes. Mais en fait, ces réseaux ne vendent pas réellement des pubs, mais plutôt un encart publicitaire, pour citer Shoshana Zuboff, une professeure d'Harvard Business School et autrice de The Age of Surveillance Capitalism. Leur fond de commerce, c'est de vendre la certitude que leur pub marche, et pour ça, nous devons avoir de bonnes prédictions, et de bonnes prédictions passent toujours par une condition nécessaire, beaucoup de données. Bon, du coup, pour continuer, on doit vous initier à une technologie qu'on retrouve souvent dans ce milieu, le modèle. Alors, vous n'étiez jamais arrivé de vous poser quelque temps avec un ami, un proche, et de parler d'un sujet particulier, et qu'au terme de la discussion, en reprenant votre téléphone, vous ayez des pubs à propos de ce que vous venez de discuter. Ou même bizarrement, qu'après avoir regardé une vidéo YouTube de guide d'achat, par exemple, une fusée Ariane 5, dernier cri, vous avez des recommandations sur une autre application d'achat de modules Crew Dragon, et bien que vous... Oula. Eh bien, ne vous étonnez plus, car tout ça, c'est dû à ces fameux modèles. Ah bon, c'est pas de la magie ? Ah non. Oui, pour citer encore une fois Jeff Sieber, tout ce qui est fait en ligne est observé, suivi, mesuré, vos actions sont surveillées, enregistrées avec soin. On sait quelle image vous avez regardée, pendant combien de temps, oui, jusqu'au temps passé dessus. Ils savent qui est seul, déprimé, qui regarde les photos d'un ex, ils savent ce que vous faites le soir, ils savent tout. Et en effet, le but des modèles est de croiser le plus de données possible afin d'établir votre profil virtuel, vos intentions, centres d'intérêt, avis politiques, situation socio-économique et bien plus. Et afin de récupérer toutes ces données, les fameuses GAFAM et NATU, et toute autre acronyme désignant ce genre d'entreprise, utilisent des trackers, ces fameux petits cookies que vous acceptez sans en lire les conditions. Leur but est premièrement d'obtenir des autorisations nécessaires au bon fonctionnement de site, comme la langue, l'autorisation d'afficher des choses sur l'écran, ou d'utiliser les caméras parfois. Mais il en existe un côté plus obscur, les cookies non nécessaires, qui sont là pour analyser vos agissements, préférences, le contenu que vous regardez, etc. Afin de vous illustrer plus concrètement le problème, je me suis amusé à ouvrir les sites des GAFAM et le site du lycée et de les comparer en termes de cookies. Alors déjà, le site avec le plus de cookies est évidemment google.fr avec 35 cookies actifs.
Vient en deuxième position, très étonnamment, le site de notre cher LP2I, qui utilise près de 26 cookies différents, dont une grande partie de Google. Et juste pour finir cette petite liste, c'est Apple qui en possède le moins de cookies avec seulement 10 et aucun du géant Google. Et on aurait des exemples de... Des cookies utilisés ? Ouais. Alors par exemple, si tu regardes sur le site du lycée, comme on a des incrustations vidéo de Google, donc de YouTube, donc de Google, ce que tu vas faire sur ce site, ce que tu vas regarder, le temps que tu vas passer sur telle ou telle information, va être récupéré pour tes recommandations YouTube. Donc ok, d'accord. Donc finalement, c'est les cookies de YouTube. Ah, c'est les cookies. Mais en fait, quand vous allez sur un site, c'est comme une poupée russe, totalement, quoi. Ouais, tu peux c'est ça. totalement voir les cookies qu'il y a en cours et c'est marqué géolocalisation. Ok. Tout est ouvert. Et par exemple, sur ceux du lycée, est-ce que vous vous êtes amusé à regarder ceux qui sont utiles pour Google, donc par exemple les cookies de YouTube pour les recommandations, et ceux qui sont utiles pour le lycée, lycée, le oui, site il y a la gestion des comptes locaux et de l'enregistrement de ce que tu fais sur le site. Et il y en a un deuxième, mais j'ai pas le site d'ouvert et je l'ai pas noté, mais je pourrais te dire ça dans le temps mort de la pause. Donc finalement, les cookies du site du lycée, ceux qui sont pas vraiment de Google, qui sont pas utiles à Google, ils sont minimes. Ils sont minimes et c'est bien marqué. En gros, quand tu développes tes cookies, tu vois de où ils viennent. Ouais. Bon, t'en as un qui est d'un prestataire qui a utilisé, je pense que c'est pour la zone DNS ou quelque chose comme ça, qui est pour la protection. Et après, t'as le reste où c'est vraiment www.lp2i.fr, enfin -poitiers.fr. Ouais. Donc c'est bien du lycée, par le lycée. Ok. Et après, t'as le reste où tu vois bien Google et YouTube. D'accord. Mais bon, encore une fois, on n'est pas diplômé dans ce domaine et c'est pourquoi nous vous invitons à, si vous voulez pousser le sujet, écouter l'émission France Inter, le code a changé sur les trackers. Bon, mais du coup, quelle est vraiment la dangerosité de tout ça ? Ok, ils contrôlent beaucoup de choses, mais quel est le danger ? Eh bien, les conséquences, en fait, elles sont multiples. Commençons avec quelque chose dont vous avez forcément entendu parler, le cyberharcèlement, ou de façon plus générale, la santé mentale, voire physique des users. Ah, justement, au passage, dans le documentaire, il y a une très bonne citation d'Edward Tufte. Il n'y a que deux industries qui appellent leurs consommateurs users, celle de la drogue et celle du logiciel. Juste cela montre bien à quel point ce milieu est dangereux. Bref, revenons à notre question. Voilà quelques chiffres. Entre 2009 et 2015, le nombre d'hospitalisations aux USA pour des automutilations non mortelles pour des filles entre 15 et 19 ans a augmenté de 62%, et pour les filles ayant entre 10 et 14 ans de 189%. Et en comparaison avec les taux entre 2001 et 2010, le nombre de suicides aux USA chez le premier groupe de filles a augmenté de 70%, et pour le second, pour les filles ayant entre 10 et 14 ans, de 151%. Pour rappeler, l'essor des réseaux sociaux a commencé en 2009-2010, mais là, nous ne parlons pas de tout le cas du cyberharcèlement, de haine, d'enfermement, etc. Deuxièmement, il peut être compliqué pour beaucoup de penser que des entreprises peuvent contrôler nos pensées. Mais malheureusement, de nombreuses preuves le démontrent. Par exemple, l'affaire Facebook Cambridge Analytica. En effet, l'entreprise britannique de statistiques est accusée d'avoir utilisé les données de 30 à 90 millions d'utilisateurs Facebook sans leur consentement, afin de permettre au parti de Trump de sortir vainqueur de l'élection présidentielle américaine de 2016. Cambridge Analytica est plus précisément accusé d'avoir récupéré des données en présentant un quiz comme un simple petit exercice académique. Et de son côté, Facebook est accusé de dark post, c'est-à-dire d'adapter les posts au fil d'actualité des Américains ciblés en fonction de leur centre d'intérêt afin de faire la propagande d'une idée particulière. Le but ici était de décrédibiliser l'opposante Hillary Clinton. Je sais très bien que certains ici refuseraient de nous croire, et c'est compréhensible. Tout ça paraît tellement vulgaire, tellement puéril, que c'est difficile d'y croire. Mais je vous invite quand même à vous renseigner sur cette histoire. Mais bon, plus généralement, si l'on considère un tel acte faisable, à quel point sommes-nous réellement libres de choisir, de penser même ? Reprenons l'exemple du documentaire. En parallèle des interviews de tous ces géants du web, il y a aussi une petite fiction. Un petit suivi d'une famille prise pour exemple pour illustrer le fléau. Et le fils, lui, énormément sur son portable et sur ses réseaux sociaux. On voit petit à petit son modèle virtuel s'affiner autour de plusieurs centres d'intérêt, passion, mais aussi avis politique. En effet, il est pris pour exemple au début du film qu'il est d'accord avec quelques idées du parti de l'extrême centre, mais sans réel intérêt. Et au fur et à mesure que son modèle se précise, il s'enferme dans ses idées, et cela est très fortement dû au fait que le contenu en rapport avec cette idéologie lui est plus largement proposé. Les conséquences sont réelles, il ira jusqu'à participer à des manifestations clandestines. Encore une fois, ici, c'est de la fiction. Mais quand on voit qu'un réseau social a été capable de modifier une élection, ou encore que suite à un petit post d'une célébrité à propos d'une marque, son cours peut entièrement basculer, on est en mesure de s'inquiéter pour nos réelles libertés de penser. Donc si on reprend, 5 entreprises, 5, ont la capacité de faire penser, croire ou choisir à peu près n'importe qui, n'importe quoi.
Si on va même plus loin, ces 5 entreprises sont dirigées par quelques personnes, peut-être une centaine ou un demi-millier si on est vraiment optimiste. Mais qu'est-ce que ça représente à plus de 4,2 milliards de comptes actifs ? Pour ne pas citer une énième fois Tristan Harris, pour la première fois de l'histoire, c'est à 50 designers blancs entre 20 et 35 ans en Californie de prendre les décisions qui auront un impact sur 2 milliards de gens. 2 milliards de gens auront les pensées qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir simplement parce qu'un designer de Google a designé les notifications de cette manière sur l'écran qui vous réveille le matin. Donc Tristan Harris, pour la petite piqûre de rappel, c'est l'histoire de Google et de l'éthique. Bon, et bien maintenant, notre solution. Pour la petite histoire, après avoir vu ce documentaire il y a quelques semaines, on en a discuté beaucoup avec Paul. S'en est suivi un très très long débat, justement autour des réseaux sociaux et des problèmes qu'ils amènent. Nous est alors venu une nouvelle idée, encore un nouveau projet, celui d'Ethics, un projet radio qui aurait pour but de présenter, comme son nom l'indique, notre vision plus éthique sur différentes thématiques, mais aussi le projet d'un réseau social qui se voudrait lui aussi plus respectueux des libertés fondamentales. Bon, je désamorce tout de suite, nous ne sommes bien évidemment pas diplômés dans ces domaines, et peut-être que certaines de nos idées pourraient ne pas être réellement applicables dans la vraie vie. Nous pensons juste que nous devrions, nous aussi, en tant qu'utilisateurs, avoir notre mot à dire. Et puis bien évidemment, il y a quelque chose d'autre qui nous dérangeait tout particulièrement. Critiquer ouvertement pendant toute notre chronique les réseaux sociaux, mais ne jamais présenter de solution ou du moins d'alternative. La voilà donc notre solution. Pour commencer, voici rapidement les problèmes que l'on observe sur les réseaux sociaux. Bon, on n'a pas envie de voir sur Ethics. Il y a donc les trackers, l'utilisation des données, la poussée à l'addiction, le business de l'attention virtuelle, les dark patterns, les CGU, les CGV à rallonge, les dark posts. Donc CGV et CGU, c'est conditions générales d'utilisation et conditions générales de vente. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'imaginer ce réseau social en résolvant le maximum de ces problèmes. Donc par exemple, quand on s'inscrit, au lieu d'avoir juste un simple bouton, accepter les conditions générales d'utilisation, il y aurait 2 choix, soit un premier qui propose une configuration immédiate, mais assez longue de la plateforme, qui présente entièrement l'ensemble des autorisations nécessaires pour qu'elles le font, pourquoi elles le sont, et aussi comment évoluer sur ce réseau. En gros, tu arrives, tu as 20 minutes où tu dois accepter, où il t'est présenté tout ce qui va être fait sur la plateforme et tu paramètres. Ou sinon, on a le deuxième choix où il y aurait juste quasiment rien à configurer à la première arrivée, mais à chaque fois que le nouvel utilisateur va vouloir utiliser une fonction qu'il n'a pas encore autorisée, il va lui être demandé de la configurer spécifiquement. On peut bien évidemment les refuser, mais ça empêchera l'accès à quelques outils. Par exemple, pour ce qui est de faire une photo depuis l'application, si nous avons refusé lors de l'inscription l'accès à la caméra, l'application proposera, si l'utilisateur est d'accord, d'avoir un accès temporaire à la caméra qui sera supprimé dès lors que l'utilisateur quittera la fonction appareil photo. Et puis, depuis l'application, de nombreuses choses pourront être directement configurables. Par exemple, mettre un minutaire sur l'accès au feed, comme disent les jeunes, qui ne laisserait plus que accès à la messagerie. On pourrait imaginer également que par défaut, quand un compte est créé, il n'y a que ses abonnés ou futurs abonnés en réalité qui pourraient liker, commenter et juste voir les publications. Mais que toutes les réactions possibles à ses propres posts soient entièrement configurables. De plus, l'utilisation de dark patterns, de dark posts, de notifications appels, etc. seront bien évidemment entièrement interdites. Effectivement, notification appel, pour un petit exemple, c'est le fait que quand quelqu'un vous tag sur une photo, pourquoi dans la notification il n'y a pas la photo directement ? Pour avoir connaissance de l'information. C'est tout simplement pour vous appeler à revenir sur le réseau social et recapter votre attention. Mais ici, une question peut se poser. Comment cette entreprise peut-elle survivre ? Comment elle peut générer de l'argent ? En fait, notre fond de business, ça resterait le même, les publicités. Or, le but ici n'est pas de faire rester l'utilisateur le plus longtemps pour en montrer le plus. Nous souhaitons en fait que la publicité Ethics soit vue comme un gage de qualité par les entreprises et consommateurs, comme une certification, et donc les pubs rapportent par leur simple présence et non par leur nombre. En quelque sorte, que le réseau social soit certifié éthique et que le simple fait qu'une marque ait sa présence sur ce réseau social, qu'elle soit acceptée en fait en tant que pub, soit un gage de qualité. Par exemple, on peut citer sur les sites internet beaucoup de sociétés d'avis, donc sociétés des avis garantis, Trustpilot, etc., qui sont vraiment vues comme un gage de qualité. Quand tu es certifié par ce genre d'organisme, tu es vraiment un site fiable. Un peu comme le sigle qualité qu'on retrouve par exemple chez Nintendo, le petit truc doré là, ou je sais pas. Peut-être si tu le dis. Une sorte de Nutri-Score presque. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est un peu ça. Oui. Et est-ce que les pubs que vous aimeriez mettre, vous les choisiriez ? Oui, tu peux pas tout mettre comme ça, voilà, justement. en fonction de par exemple, de
tout dépend de l'idée que vous avez envie de véhiculer, mais par exemple en fonction de leur impact écologique, de leur impact humanitaire. Oui, il y a tout ça. Exactement. Le but, Justement. ça reste, on met en façade le point de vue éthique, mais forcément, si on fait changer l'éthique, on peut faire changer beaucoup de choses en même temps. Mais encore une fois, on précise que cette idée, c'est encore au stade de projet, et puis même à l'initialisation de projet, et de nombreuses choses sont à revoir ou à approfondir. C'est pour ça que si vous souhaitez nous poser des questions, approfondir le sujet avec nous, vous pouvez nous envoyer un message à l'Instagram, soit @paul.ectr, soit @ilan_edel, donc ILAN_EDEL. Oui, bon, on n'a encore pas, Les on petites n'a pas pubs encore, Ouais. calées. on n'a pas encore d'insta officiel, ni de logo, ni quoi que ce soit. Mais Il bon. faut que tu te dépêches pour le logo. Bref, pour conclure sur cette très longue chronique, j'ai personnellement envie de vous dire quelques petites choses. Déjà, faites attention à vos agissements sur Internet. Prenez quelques secondes pour juste chercher le bouton refuser les cookies, même s'il est bien caché, ou même renseignez-vous sur les règles et les enjeux de ce nouveau monde virtuel. Et puis, on espère pouvoir vous dire... À demain sur Ethics. Voilà. Maintenant, on va juste faire un petit truc qui est un peu obligatoire, c'est toutes nos sources, parce qu'on Oui. on ne parle pas de rien. Alors, Donc, oui, il faut que tu remontes sur le document. Alors voilà. très On bon. en a plusieurs. Arte, Marianne, Wikipédia, Statistica, Numérama, Forbes, l'INSEE, Views et Le Monde. Voilà, c'est toutes nos Et bien sources. évidemment, le documentaire aussi. Et oui, le documentaire du coup derrière nos écrans de fumée qui est disponible sur Netflix. Voilà. Merci beaucoup les garçons pour Petite cette pause chronique musique avant le très débat. lourde. Petite chronique. Exactement, petite chronique. Je pense que là, ce serait pas mal d'avoir la pause musicale comme fait ça. du bien. Alors, Ça nous est-ce fait que- réfléchir. Est-ce que avant on pourrait pas pour Parler un rester peu. dans le du coup dans le thème de votre chronique, Bah, voir si on n'a pas des réactions, par exemple si Justement, si vous avez une j'aurais bien réaction, aimé les garder pour le débat, pour introduire le débat. On peut bien sûr en discuter maintenant. Bah, on si peut en vous discuter un peu. Attends, le travail, on s'est donné pour cette chronique. voulez. Ah non, mais je m'en doute. Hier à 18h, ça a dû charbonner. 18 heures. Mais donc Petite remarque en passant, je vous ai écoutés tous les deux, je trouve ça formidable. Je ne suis pas inquiet pour le grand oral. Merci beaucoup. Ah non, mais on dit merci à cet exercice de la radio. Bah, c'est vrai. On remercie beaucoup la radio Delta FM d'exister, juste d'exister, parce que ça nous permet juste de pratiquer quelque chose qui nous fait super plaisir et qui en même temps nous entraîne pour et la suite de nos projets professionnels et nos examens. Effectivement. complètement. Mais s'il y a besoin de définition, etc., on est allé vraiment très loin. Je pense qu'on est prêt à répondre à pas mal de petites questions, si jamais il y en a. Ou même de questions sur éthique, sur comment on peut le voir, etc. Non ? Et donc, Ethics, c'est vraiment votre projet actuel, parmi Alors, les c'est 30 000 vraiment, projets actuels Non, que vous avez. il y en a deux principaux et éthique en fait partie, oui. Et c'est vraiment l'idée C'est de... le tout début. Hein, vraiment. Et, voilà. et donc, en fait, moi, ma question, c'est Ethics, la forme que ça prendrait, ce serait plus une application ou ça prendrait vraiment quelque chose de multiformat ou... Bah, je t'en prie. Bah, Ok, Bah, j'y vais. Alors, c'est que à la base, c'était vraiment l'idée de partager notre vision, donc par exemple de faire des longs plaidoyers comme ça sur différentes thématiques, comme donc là on a fait les réseaux sociaux, mais on peut aussi avoir, on avait le monde de l'entrepreneuriat, on Les avait transports, l'éducation, les transports, on avait beaucoup d'idées comme ça, et juste de partager notre vision en précisant que on n'est pas diplômé, mais que d'un point de vue extérieur ou de ce qu'on vit, on peut peut-être proposer des solutions. Et juste puis en après, fait donner notre avis sur oui, la voilà, chose. exactement. Ok. Et puis après, comme on est tous les deux passionnés de tech et de nouvelles technologies, et donc de développement, etc., développer un réseau social, c'est un moyen de faire une action concrète et aussi pour nous de développer un projet et de montrer que c'est possible en fait. Et d'avoir quelque chose sur le CV au passage. Allez, hein. Non mais ouais, on a beaucoup de petites idées avec Ethics et c'est vraiment un projet sympa. Et on espère qu'il arrivera à terme et on espère que d'ici peu, il y aura un logo et un Insta pour pouvoir en parler plus spécifiquement. Comme les logos Choupot. Le logo, je suis pas. J'y réfléchis, hein. C'est bien. Ouais, depuis un an. Moi, je voudrais revenir aussi sur un truc Oui. sur Ethics. Où du coup, vous avez parlé de pas mal de problèmes liés plutôt, je dirais, à la logistique. J'ai pas les bons mots, mais à la logistique. T'inquiète. Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème à voir. C'est par exemple tout ce qui est haine sur les. Enfin, haine. Oui. Voilà, ou ce qui peut être les insultes, le cyberharcèlement. Enfin, j'ai l'impression d'être une journaliste que vous interviewez, mais. Enfin, est-ce que vous savez si vous avez des idées pour pallier un peu à ça? Bah, comme ce qui est fait actuellement sur beaucoup de choses, ça va être les bots, c'est-à-dire certains mots, certains mots détectés déjà vont être bannis. Après, il y a un problème, c'est dans les conversations privées, c'est-à-dire que on peut pas
clamer d'être un réseau social éthique et d'intervenir dans les conversations privées. Il faut trouver un juste milieu et pourquoi pas, au contraire, sans regarder ce qu'il fait, juste entraîner une intelligence artificielle. Parce qu'avec la montée de l'intelligence artificielle, c'est incroyable, pour justement reconnaître ce genre de comportement et pourquoi pas après proposer des sanctions adéquates. Et après, du coup, on l'a cité, la possibilité de pouvoir complètement configurer son compte, c'est-à-dire interdire les commentaires, les likes ou même la vue du post à tel ou tel groupe, telle ou telle personne. Dire il n'y a que mes groupes d'amis que j'ai choisis qui peuvent le voir, ce qui fait que ça peut quand même limiter. Et est-ce que ça peut aussi faire le choix dans son groupe d'amis? Par exemple, je repense par rapport à Insta avec les stories privées, mais ça peut être complètement autre chose. Par exemple, si on fait un post par rapport à de la musique, ou on joue de la musique, est-ce que ça peut être que tu choisis dans tous les gens qui peuvent le voir, ceux que tu as spécifiquement envie de... c'est-à-dire que tu peux créer toujours des sous-groupes et des groupes. C'est-à-dire que tu peux créer ton premier groupe avec, je sais pas, si on fait un exemple, on peut avoir un premier groupe avec les copains de la radio et un deuxième avec ton groupe de musique. Ouais, et mais certains, je crois demande post par post. Est-ce que ce sera possible c'est ça. de Oui, le but, c'est vraiment post qu'une fois que tu fais ton post, est-ce que j'active les likes? À qui j'active les likes? Est-ce que j'active ça? À qui je l'active? Après, ça prend du temps. Mais pour se battre pour l'éthique et nos droits sur Internet, qui est pour moi un monde qui n'est pas encore assez réglementé, faut accepter de prendre 5 minutes. Et puis je pense que ce que ça peut aider aussi, c'est comme ça, on prend le temps de poster et on poste moins de façon automatique, c'est-à-dire qu'on réfléchit à ce qu'on poste. Quelque chose qu'on n'a aussi pas parlé, c'est beaucoup de projets, de réseaux qui... J'allais le citer. Voilà, donc je t'en prie parce que tu le prononces mieux que moi. Oui, il y a l'application française BeReal qui a pour but... BeReal pour les bons français. Et donc cette application, le principe, c'est que c'est pas des photos qui sont dans ta galerie, c'est-à-dire c'est une photo que tu prends sur le moment, tu peux pas appliquer de filtre ou quoi que ce soit, ce qui fait que ça limite en fait tout ce qu'il y a autour de ça, le fait de photoshopper, etc. Par contre, il ne faut pas tomber dans un risque des réseaux sociaux. C'est bien de limiter éventuellement l'accès, mais déjà les réseaux sont faits, notamment Facebook, et ça a joué sur l'élection de Trump, de vous mettre en réseau avec des gens qui déjà pensent comme vous. C'est aussi bien peut-être de se frotter la différence, tout en évitant effectivement les trolls, les haters. Mais il faut quand même aussi garder un peu de diversité, parce que sinon, il n'y a pas vraiment de débat. Eh bien justement, c'est qu'il faut. On en parlera dans le débat, on commencera le débat là-dessus, sur les réseaux sociaux et notamment à quel point on peut être manipulé. Mais avant ça, une petite pause musicale, on se retrouve dans exactement 3 minutes et 21 secondes. À tout à l'heure. À toutes. C'était La Thune d'Angèle, sortie en 2018 sur l'album Brawl. Et on passe à un petit débat. Et il s'est fait attendre celui-là. Moi, j'ai une question à vous poser à tous. À quel point vous pensez que les réseaux sociaux et les multinationales peuvent vous manipuler ? Je vous laisse réagir là-dessus. Vous avez 4 heures, c'est ma blague de d'habitude. Moi, pour moi, je vais commencer. C'est un niveau où t'en es pas conscient, même toi, tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire que tout est analysé pour affiner cette idée de ton modèle à toi, pour pouvoir te proposer toujours du contenu qui te fera rester, quitte à t'enfermer dans tes idées juste pour que tu restes sur une plateforme, pour que tu vois des pubs et que ça génère de l'argent. C'est-à-dire que tout est analysé. Une étude a montré que passé un temps, Instagram avait mis en bêta désolé, je déteste citer des études sans avoir le nom, le fait qu'ils analysaient les expressions faciales par exemple. Je sais pas si c'est resté ou pas, mais ça a été mis en place passé un temps. Et tellement de choses sont analysées, la géolocalisation, le temps passé, c'est juste incommensurable. Oui. Moi, ce que je trouve impressionnant aussi, c'est que vraiment un exemple de ce matin où je parlais avec du coup une voisine dans l'arrêt de bus et je lui disais que moi, il fallait que je prenne le train tous les mercredis pour rentrer chez moi et du coup, ça commençait à me coûter un peu cher. Et donc, dans le bus, elle me regarde, elle me montre une pub YouTube avec la carte de réduction pour le train. Non, mais là, je regarde, je fais ah vache. C'est exactement l'exemple que j'ai pris dans la chronique et c'est ça avec beaucoup de choses. J'ai 2 moments qui m'ont particulièrement marqué. Il y en a un notamment sur l'addiction des réseaux sociaux. Quand j'ai créé mon compte, j'avais toujours eu des comptes privés, j'ai créé un compte ouvert pour parler de bouquins. Et j'ai remarqué immédiatement qu'ils t'envoyaient des notifications pour te dire qui avait liké, qui avait commenté, et là j'ai vraiment compris que c'était vraiment tout un système pour te faire venir sur la plateforme, pour te garder, pour te rendre accro à tout ça. Et un autre moment, c'est quand je traînais sur les réels
d'Instagram. Claire connaît notre passif avec les réels. Et qu'il s'adaptait exactement à mon humeur du moment. C'est-à-dire qu'il pouvait passer de réels complètement déprimés à juste l'instant après, juste des trucs drôles pour me remonter le moral. Mais vraiment à la perfection. Et c'était très par étrange exemple, comme tu vois, sensation. sur cette chose de s'adapter aux émotions humaines, c'est depuis pas longtemps, les plateformes de streaming audio, donc de musique, par exemple Deezer ou Spotify, ont mis en place des playlists pour s'adapter aux humeurs. Oui. Je crois qu'il y en a encore en bêta qui s'adaptent en temps réel aux humeurs, mais actuellement, on a par exemple, ils nous proposent des playlists, par exemple, si on est triste, une playlist triste, ou si on est joyeux ou d'humeur sportive, une playlist qui correspond à cette humeur. Oui, Et donc Deezer, justement, ils font ça. j'ai l'impression qu'on est dans l'entonnoir pour aller vers une sorte d'uniformisation de nos pensées, de nos humeurs, entre guillemets, aidés justement par ces réseaux sociaux et même guidés par ces réseaux sociaux et plateformes. Tout à l'heure, on parlait de l'affaire Trump et... Analytica. Ouais, de l'affaire Cambridge Trump Analytica. et Hillary Clinton. c'est ça. Je vous laisse en parler parce que je connais très mal cette affaire. Non, mais c'est que dans le petit temps de pause que nous a procuré la pause musicale, il y a eu des précisions quant à l'affaire, donc je vous en prie, allez-y. C'est qu'en fait, Facebook a vendu à cette entreprise, Cambridge Analytica, des données, voilà, parce que nos données leur appartiennent. Et les conseillers de Trump ont contacté cette entreprise pour sonder dans 3 États qu'on appelle les swing states, les États qui peuvent faire basculer l'élection parce que c'est un système de grands électeurs. Hillary Clinton a gagné l'élection en théorie avec 3 millions d'électeurs ou d'électrices en plus, mais elle a perdu en nombre de grands électeurs par État, et elle a perdu ces 3 États. Et Cambridge, en analysant les comptes Facebook de ses utilisateurs dans le Michigan, dans l'Ohio, a détecté ceux qui hésitaient entre s'abstenir et voter pour Hillary Clinton, les a ciblés, ensuite a demandé à Facebook d'envoyer tel type de message, voilà, enfin tel type de publicité, en payant bien sûr, mais ça s'est fait comme ça, pour les convaincre de ne pas voter pour elle. Ce qui veut dire que Donald Trump a remporté ces 3 swing states, ces 3 États, a eu les grands électeurs, et même s'il a beaucoup moins de voix qu'Hillary Clinton, eh bien, il a remporté l'élection. C'est la spécificité du système américain. Mais c'est fou que justement, 5 entreprises, et même si on est un peu plus honnête, plus parce qu'on peut citer les Natu, il y en a exclusivement à la Chine, qui ont juste le pouvoir dû à une emprise sur nos données, une forte capitalisation, c'est-à-dire qu'ils ont l'argent qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'il faut, sur la table, Apple peut aligner jusqu'à 2850 milliards. Bon, ils perdent tout, mais il y a 2850 milliards. Il y a un très bon article justement de Le Monde qui est dans une de nos sources qui parlait de ça. C'était qui craque, qui ne peuvent pas faire tomber dans la corruption avec autant d'argent, et à partir du moment où ils ont la protection d'un État, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, on en parle aussi dans le documentaire où je sais plus qui travaille, je crois, c'est le fondateur de la réalité virtuelle, il me semble. Oui, c'est un écrivain qui a écrit un livre sur de supprimer vos comptes sur les réseaux sociaux tout de suite. Je te cherche le nom. C'est Jaron Lanier. C'est ça. Et il parle de ça, il dit justement que qui résisterait à 10 millions, 100 millions, 1 milliard, qui pourrait résister et faire pour en échange changer un petit truc sur un réseau social, un petit truc comme ça pour influencer 4 milliards de comptes, quoi. C'est ça, pour 10 millions, il dit pour 10 millions de dollars, si tu peux changer 1% du monde dans la direction que toi tu veux, ça vaut l'or pour ce genre d'entreprise. Alors, c'est un argument en fait qui est assez ancien, qu'on trouvait dans d'autres entreprises pétrolières avant. Quand vous êtes une immense firme transnationale comme ça, face à un petit pays d'Afrique par exemple qui a des ressources naturelles, vous avez un pouvoir d'exploiter ce pays qui peut être très fort. On peut mettre une petite touche d'optimisme. Les auditeurs ne doivent pas connaître Thierry Breton. Thierry Breton, c'est un Français. Il est le commissaire européen au grand marché européen dans lequel nous vivons. Et il a publié un tweet l'autre jour en disant « C'est très bien, Elon Musk a racheté Twitter, mais le petit oiseau va devoir voler en respectant nos règles. »
Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de 2024, on va renforcer la protection des données en Europe. Ça montre qu'il faut quand même des États forts et c'est ce qui va se passer. Et donc on pourra, grâce à cette législation, supprimer des comptes de haters, que tu soulignais tout à l'heure. Voilà. Donc on peut quand même faire confiance. Mais il faut une volonté politique. Et des gens comme Elon Musk et Donald Trump sont contre ça. Ils veulent détricoter toutes ces lois protectrices au nom d'ailleurs de la liberté. Voilà. La liberté, c'est pas de protection. C'est une conception qu'on peut Ce qui discuter. est particulier. Et justement, à quel point, pour vous tous, vous pensez qu'il faudrait interdire la collecte de données ? Bah, déjà, moi, il y a un truc, c'est que interdire, etc., ça relève du coup de lois et de règlements. Exactement. Et quand tu regardes, Internet est si peu réglementé comparé à ce que pour moi il faudrait. Si je reparle un peu des cookies, depuis seulement mai 2021, il était obligé de pouvoir accepter aussi facilement que dans le même nombre d'actions que refuser. Mais ça date seulement de mai 2021. Et c'est même pas encore tout à fait appliqué. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de sites qui ne le respectent pas forcément. C'est-à-dire que cet ensemble de règles qui, pour moi, manque pour avoir un bon développement de cette plateforme, parce que quand on voit que Meta, donc la société mère entre guillemets de Facebook, développe déjà un second monde, un métaverse, déjà, alors que notre premier est déjà pas parfait, mais il le sera jamais, mais il est déjà pas parfait, on pense déjà à en créer un deuxième alors qu'on a si peu réglementé Internet. Et puis après, ta question c'était ? Ma question, c'était à quel point il faut interdire la collecte des données. Ah oui, et puis après, et par contre, il y a un truc qu'il faut bien différencier, c'est que certes, sur un réseau social, si tu télécharges un réseau social et qu'il t'est pas proposé quelque chose qui, toi, te convient, tu vas vite le désinstaller. C'est-à-dire que pour moi, en soi, cibler, entre guillemets, ce que les gens veulent voir, ce n'est pas mal, mais pas dans le but d'un enfermement et d'une addiction Mais dans le but d'un enrichissement. Voilà, d'un enrichissement. Et il y a un truc qui a été fait sur YouTube récemment, c'est est-ce que vous voulez découvrir de nouvelles choses ? Ils peuvent passer, parfois ils passent un bandeau où juste il te propose de changer totalement de fil d'actualité et il va te proposer des choses que tu ne regardes peu et qui va te proposer quelque chose de tout à fait différent. Et donc justement se confronter à d'autres opinions politiques, c'est Et puis dont on parle. avoir une ouverture et éviter justement de se renfermer sur soi-même. Pour avoir une certaine richesse, mais justement, est-ce que ça, ce serait pas une sorte de forme de manipulation et la collecte des données non, qui ne sont pas nécessaires, merci, de collecte de données non nécessaires, ce serait pas aussi une forme de manipulation qu'il faudrait justement beaucoup plus réglementer qu'actuellement ? Déjà, il y a un truc, c'est est-ce que tu as lu le RGPD de Insta, mais Facebook, par exemple, Google, etc. Ça aussi, je trouve dedans... mais par exemple, ça aussi, je trouve que c'est de la manipulation parce que qui va s'embêter en installant une application ? Oui, mais là, ça relève de ton droit, là, ça relève de ton devoir. Justement, pas forcément, parce que tu vas arriver, tu vas demander à quelqu'un, il veut installer une application qui va lui servir plus tard, et tu vas lui dire. Ok, pour telle application, il faut que tu lises 60 pages de règles qui sont super denses dans lesquelles ils vont être cachés à certains endroits des petits trucs pour les conditions d'utilisation. T'as bien dû faire la même chose pour le lycée. T'as bien dû le lire et accepter le règlement intérieur. Ouais, mais sauf que le règlement intérieur, il est super clair. Contrairement à ces conditions d'utilisation qui ne le sont pas. Oui, mais ça après c'est autre chose. Et ça aussi c'est une forme de manipulation, c'est-à-dire ils font en sorte qu'on ne lise pas ces conditions d'utilisation pour justement qu'on ne sache pas exactement quelle... Ça encore c'est une autre forme de dark pattern. Mais il y en a beaucoup qui proposent quelque chose qui est bien, c'est que plutôt que justement te défiler 60 pages de trucs d'utilisation avec juste un petit bouton, tu cliques et c'est bon, c'est accepté. Il y a vraiment quelque chose qui est bien, c'est que juste c'est sous forme de quiz, enfin pas de quiz, mais est-ce que tu acceptes ça ? Est-ce que tu acceptes ça ? Est-ce que tu acceptes ça ? Et juste t'as simplement à dire ça oui, ça non, ça oui, ça non, et après tu as un profil qui t'est toi proposé. Et c'est d'ailleurs ce qu'on envisage, je pense, pour Ethics. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Moi là j'étais justement sur les CGU de Facebook qu'on peut trouver sur internet, c'est totalement C'est en libre accès. Et en fait c'est assez clair, le problème qu'avec ça c'est qu'il y a les paragraphes intéressants qui nous intéressent sur les données, ils sont vraiment au milieu, ils sont cachés et autour de ça au tout début t'as vraiment 2-3 pages
entière qui explique tout Facebook, qu'est-ce que on va trouver sur la plateforme, etc. Ouais, mais qui sont du blabla, qui sont juste du brodage avant de passer au concret. Et c'est pour ça que donc ce concret, on va pas le lire parce que c'est vraiment caché après des tonnes et des tonnes de textes. C'est pour ça que Ilan disait que c'était une sorte de dark pattern, c'est qu'en soi, on peut les lire et c'est clair, c'est juste qu'autour de ça, tout est fait pour que tu les lises pas et que tu lui prennes pas ce temps-là en fait. Puis pour moi, tu as aussi une part de responsabilité. Tu l'as dit, oui, je vais pas lire parce que c'est 60 pages, etc. Mais je suis désolé, c'est aussi dans ton devoir d'utilisateur de le faire. Mais même quand tu vas les lire, au bout d'un moment, ton cerveau il va être un peu comme hypnotisé, un peu endormi, et tu vas zapper plein d'informations. Ah oui, non, mais après je suis d'accord, justement, c'est pour ça que... C'est le problème. En fait, on a certes une certaine responsabilité, mais la manipulation, elle va en fait manipuler cette responsabilité qu'on a. Et donc c'est très compliqué justement de décerner la part de responsabilité qu'on va avoir de la part de manipulation. C'est vrai et faux. Parce qu'on ne peut pas tout attendre des entreprises. C'est-à-dire que ce n'est pas aux entreprises de tout faire. Bien sûr, mais justement le fait que ce ne soit pas aux entreprises de tout faire, donc qu'on ait une certaine responsabilité, il ne faut pas qu'ils nous la cachent cette responsabilité, il ne faut pas qu'ils nous l'impactent en fait. Moi, je cite cet avis-là qu'il ne faut pas impacter la responsabilité qu'on a. Mais en quoi tu t'es senti impacté dans ta responsabilité ? Mais c'est-à-dire, comme l'a dit Paul, certains éléments sont entre guillemets cachés, entre guillemets après des tonnes de textes, ce qui veut dire que, comme je l'ai dit, ton cerveau, il va à un moment un peu s'endormir et ne va pas justement comprendre ces conditions d'utilisation. Il va pas forcément les assimiler, donc c'est pour ça, certes, on a la responsabilité de le lire, de l'accepter ou non, mais la manipulation va impacter ça. Bah alors ça, c'est applicable à tellement de choses. Alors par exemple, la loi tout simplement. Mais encore plus sur Internet, parce que Internet n'est pas assez réglementé. Je pense que c'est ce document qu'on doit lire. Il a été pensé, repensé, relu des dizaines de fois par des avocats, et je pense que c'est extrêmement blindé juridiquement. Et après, ils nous disent, vous aviez qu'à le lire. Enfin, et je vois ce que tu essayes de dire. Est-ce qu'on nous enfume pas ? Est-ce qu'on, avec des termes juridiques, ou on place... Peut-être que... Je ne sais pas si ça a été réfléchi véritablement. En tout cas, les services juridiques sont inattaquables, parce que sinon, ils auraient des dizaines et des dizaines de procès depuis. Voilà. C'est à nous d'être responsables et de prendre le temps de la lecture. Et donc, justement, là, on se méfie beaucoup, justement, par exemple, de ces lectures. À quel point... Pour vous, il faut se méfier des multinationales et des réseaux sociaux parce qu'actuellement, comme on l'a vu dans la chronique d'Ilan et de Paul, ont une influence énorme. Pour vous, à quel point il va falloir se méfier, il va falloir justement réfléchir, avoir un esprit critique autour de ça afin justement qu'on ait la meilleure liberté dessus possible. Au même niveau qu'on a eu pour l'automobile par exemple. Il y a 60 ans, en 1960, tu n'avais pas de teinture, tu avais une voiture qui pouvait te tuer à tout moment. Et sincèrement, on mettait pas de l'argent dans la recherche pour les voitures, pour la sécurité, parce que tu perdais plus pour les peu d'évolutions que tu avais. Et par contre, à un moment, tout a été mis en œuvre pour que, à une demande générale et une demande croissante, pour que la sécurité soit plus mise en œuvre. Jusqu'en 1990, tu avais plus de chances de mourir en voiture qu'en sortir vivant. Si tu avais un accident, tu avais plus de chances de crever qu'en sortir vivant. Là, la tendance a totalement été inversée parce qu'il y a une forte demande et ça a dû être réglementé, etc. C'est-à-dire que si on continue justement de faire ce genre de petites émissions radio, d'en parler, etc., c'est-à-dire qu'une entreprise, si elle n'a pas de clients, elle n'a pas de profit, elle a pas... Ouais. Donc si le client change et qu'il demande quelque chose... Il faut que l'entreprise s'adapte. Voilà, l'entreprise ne peut pas contraindre... C'est ce qu'on vient d'avancer avec Paul, c'est qu'on peut, sous la contrainte, sans forcément le voir, être amené à faire des choses, mais il faut justement, entre guillemets, se réveiller de cette idée-là, en prendre conscience que, moi le premier, je suis pris dedans, on a regardé mes heures d'écran, c'est indécent. Je suis proche des 10 heures, tu vois. Mais je me dis qu'il faut quand même prendre conscience de ce qui se passe, quitte à vivre dedans. Donc finalement, plus on va faire de bruit, plus on va réussir à avoir un résultat. C'est pareil, il n'y a pas de monde plus croissant que ne l'a été les nouvelles technologies. Entre 1960 et 2020, les processeurs ont été 1 milliard de fois plus puissants. Sur le même intervalle, les voitures sont allées 2 fois plus vite. On n'a jamais connu une croissance technologique aussi forte. Forcément qu'on galère à suivre, mais il faut aussi commencer à essayer de s'adapter. Ouais.
Moi, je vais continuer à avancer sur le débat. Si en vous avez vous des choses à proposant dire, je vous en prie. Une autre question. J'adore vous écouter, c'est super intéressant. Je pense que Babouillou et Claire vont avoir des choses à dire sur, pas cette question-là, mais celle d'après. Là, ma question, Certainement. c'est à quel point, pour vous, il faut les freiner, ces multinationales, ces grosses entreprises, ces réseaux sociaux? Déjà, pourquoi les Est-ce que je freiner peux juste citer un truc parce que j'ai Bien sûr. une amie qui tient absolument à débattre en même temps que nous et qui m'envoie ses arguments par message parce C'est qu'elle génial. tient absolument à Et participer. qui écoute l'émission? Oui, elle écoute en Ah ben, direct on lui fait et un elle petit big participe. up. Elle m'envoie des messages Coucou. pour débriefer sur ce que vous dites, c'est incroyable. Et du coup, je veux la citer parce que c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle dit: je pense que ces grandes multinationales deviennent petit à petit omnipotentes. Elles deviennent beaucoup plus fortes que les États eux-mêmes car elles ont un pouvoir économique et de manipulation énorme. Ah, ça, C'est ça- tout, parce ça que allait du coup, porter voilà. sur ma question d'après, C'est ça. extrêmement vrai. Ouais, mais je spoil. Pas de souci. J'ai une petite pensée pour mes élèves de première. Dans quelques semaines, on fera un chapitre sur les marchés non concurrentiels et j'utilise un document justement sur Meta maintenant. Et la question se pose pour Amazon. Des produits Amazon vendus sur des sites Amazon ou dans des supermarchés Amazon avec une crypto-monnaie Amazon, etc. Et ça pose la question de ce qu'on appelle les trusts, ces entreprises qui écrasent. Alors aux États-Unis, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1911, on a démantelé l'un des plus grands trusts, celui de Rockefeller, la Standard Oil. 90% des stations essence, c'était une seule entreprise. Et en 74, c'est AT&T, c'était le téléphone de l'époque qui était quasiment détenu par une seule entreprise. Et c'est un vrai débat qu'il y a aujourd'hui au Sénat américain et à la Chambre des représentants, c'est se méfier de ces immenses entreprises qui sont en train de naître. Et donc il va y avoir un grand combat dans les années à venir, un grand rapport de force entre ces entreprises qui vont mobiliser toutes leurs forces dans le lobbying, un groupe de pression, et des hommes et des femmes politiques qui vont se battre pour dire non, il va falloir casser ces grandes entités en plus petites entreprises. Ça a marché par le passé, j'espère que ça réussira à nouveau. Voilà. Juste une question, on est d'accord que la situation de monopole est fortement interdite? Aux États-Unis, oui, elle est interdite, sauf certains cas, ce qu'on appelle les monopoles naturels, c'est-à-dire s'il n'y a qu'une seule entreprise qui veut faire et que personne d'autre venir la concurrencer, c'est pas grave. Voilà. C'est-à-dire, Les cours de la- CS de première qui reviennent. c'est-à-dire les situations de monopole sont interdites. C'est-à-dire une entreprise qui lead un marché n'a pas le droit de leader un marché. Sous certaines conditions, c'est-à-dire que si, surtout, on voit qu'elle a des abus de position dominante, c'est-à-dire qu'elle fait tout pour décourager, Ok. ça c'est le cas. Par exemple, quand Instagram est racheté par Facebook, c'est justement la vraie raison, c'est pas tant le profit, c'est que tout d'un coup, Mark Zuckerberg a peur que Instagram devienne le nouveau Facebook. Donc je rachète, je rachète. C'est la folie Microsoft aussi. Voilà, et ça, le problème, c'est qu'à force, ça tue l'innovation et donc ça tue la concurrence. Donc dans la conception très libérale et anglo-saxonne d'ailleurs, oui, on peut s'enrichir, mais il faut respecter le consommateur et il faut respecter ici les petites entreprises. Voilà, le small is beautiful, c'est très américain. D'ailleurs, tu as parlé de Sergey Brin et puis Larry Page, ils ont dû commencer avec $1 million au départ de financement. Oui, tout ce qu'ils faisaient, c'est acheter des ordinateurs et référencer juste partout. Ils ont commencé bas, entre guillemets. Mais du coup, par rapport à cette situation de monopole, il y a un truc qui, justement, en faisant nos recherches hier, qui m'a choqué, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont du monopole. Après, c'est avec deux entreprises, donc il faut voir les pourcentages de chacun. Mais par exemple, Microsoft et Apple détiennent à eux seuls 95% du marché des OS sur les ordinateurs. Et pour les téléphones, c'est Google et Apple. Et puis par exemple, il y a 80% du marché des navigateurs, c'est Google et Microsoft. C'est quand même... Je sais pas si ça peut être dit comme du monopole, mais ils dominent quand même largement. Et Bah, comment c'est ça se fait qu'on qu'il n'y a voit rien qui se passe? Ouais, on voit des têtes un peu dominantes qui à chaque fois reviennent et qui sont là tout le temps, comme Google, comme tu l'as dit, ou Microsoft. Alors, Mais je veux pas Ça faire s'appelle une oligopole, c'est ça? ouais. Je ne vais pas faire le fonctionnaire de Fier. service et défendre l'État, mais c'est là où des pouvoirs publics forts sont là pour encadrer, pas pour casser le marché, pas pour parce qu'ils peuvent aussi créer des monopoles publics qui peuvent être tout aussi inefficaces. Mais mettre de la régulation, ce qu'on appelle des règles de bonne conduite, favoriser l'émergence de concurrents, ça peut être bien. Mais quelqu'un comme Elon Musk n'est pas un libéral, c'est un libertarien. Donc lui, il est même contre la régulation. Il pense qu'elle se fait d'elle-même par le marché. Voilà. Ok. Mais encore une fois, comment freiner quoi que ce soit quand une entreprise peut aligner
ce qu'elle veut pour corrompre n'importe qui. Yasmine, encore mon amie du coup qui débat en même temps, m'a demandé d'ailleurs, peut-être que vous allez pouvoir nous répondre, qu'est-ce qui se passe si jamais, des États, si jamais il y a un problème, ils peuvent potentiellement, c'est plus facile de régler un problème entre États, que ce soit par différents moyens politiques, etc. Mais comment on fait pour lutter contre ces géants d'Internet ? Parce qu'on ne peut pas faire la guerre, etc. Ça a des sanctions économiques, je pense. Oui, puis tu peux les attaquer en justice. Un État peut attaquer une entreprise en justice. Moi, je sais, c'est comme juste une que je vous entreprise laisse peut parler, attaquer un État en justice. Hein. Oui, C'est bien pas sûr. un Mais souci. des petits gestes de quotidien qu'on pourrait faire nous, par exemple, c'est plus compliqué. Lis les RGPD et refuse tes cookies. Vraiment, je suis curieux de connaître le nombre de cookies que tu acceptes sans prendre le temps de décaler ta souris et d'aller voir dans le petit coin le petit texte qui n'est pas mis en avant, mais ne pas accepter. Très peu. À chaque fois, j'essaie toujours de chercher le petit bouton. Ça, c'est bien. Justement, pour nos deux amis là qui nous ont fait cet excellent exposé, je voulais savoir, est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de répondre sur un réseau social au petit quiz gratuit, à quelle école de Poudlard tu appartiens, à quel héros Marvel tu es, voilà, ce genre de choses? Non, c'est parce que justement j'ai la connaissance de ce qui est fait derrière, et quand tu arrives, tu regardes le nombre de cookies, ça dépasse la centaine en quelques secondes. Donc oui, c'est totalement un appel aux données, donc je le conseille pas et je le fais pas. Ouais, le quiz n'a pas d'intérêt. Le seul but du site, c'est de voir que tu as aimé ça pour te proposer après un produit Harry Potter, Marvel ou quoi que ce soit. Par exemple, sur ce marché des données, est-ce que, parce que ces données, ensuite, elles vont être revendues et revendues afin d'avoir des publicités, tout ça, est-ce que ce ne serait pas une pratique qu'il faudrait interdire, justement, parce que ça nous atteint directement? Je sais pas si c'est une pratique qui est pas interdite mais pas tolérée non plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas entendre revente de données, tu vas pas faire oh coucou c'est trop bien. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui n'est pas, c'est un flou juridique presque. Je sais pas, je ne connais pas la situation, je veux pas m'avancer, mais il y a un problème de juridiction, c'est ça aussi qui est embêtant, c'est-à-dire que tu voulais réguler un marché ou des entreprises, on peut le faire dans l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise a son siège social en Californie ou à Seattle? Et les Américains en plus, qui voient une énorme source de revenus, le gouvernement américain, peu importe qu'il soit démocrate ou républicain, nous accuse, nous, Européens, l'Union européenne, en fait, de faire du protectionnisme déguisé. On veut saboter leurs entreprises, les GAFAM, en mettant une régulation comme ça. Donc, ils nous accusent, en fait, de protectionnisme numérique. Voilà. Oui, d'accord. Et donc, ce qui est, en fait, une inquiétude devient, en fait, une opposition géopolitique et commerciale. D'accord, ça c'est vrai que... ça me fait penser d'ailleurs à une question que je pensais hier soir pour vous. Quand on dit que Apple a 2830 milliards dans la poche, ils les stockent où les 2800? Enfin, ils les ont pas dans la poche, mais ils sont capitalisés à 2800. C'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Si tu prends le nombre d'actions multiplié par le cours total qui ont été émises, qui sont, parce qu'il y a des stock options, c'est un peu plus compliqué, fois le prix actuel de vente, voilà ce que vaut l'entreprise. Ça veut dire que si je voulais me la payer, là, cash, comme ça, il faudrait que je sorte 2800 milliards de dollars et j'aurai 100% de l'entreprise. C'est donc ce qu'elle vaut. Ce qui veut dire qu'en pleine crise économique, ce chiffre, il chute. En pleine période de croissance, ce chiffre, il augmente. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que Bezos était l'un des hommes les plus riches du monde, parce qu'il était actionnaire de son entreprise. Et donc, c'était pas ses revenus, les milliards, c'est ce qu'il possédait, voilà, c'était son capital. Mais donc en soi, ce que, par exemple, si on continue sur le cas d'Apple, peut dépenser, c'est pas justement ces 2850. Non. C'est ce qu'elle vaut si on voulait l'acheter. Ouais, d'accord. Ouais, donc il y a vraiment la différence à faire. Et donc, pour rebondir sur ça, comment vous pourriez voir l'avenir du monde entrepreneurial? Alors, et bien sûr, on peut, comme la dernière fois, diverger vers un côté plus écologique. Ça, j'en doute pas que ça va arriver. On avait, lors de nos longues heures de débat avec Paul, encore une fois, dans la salle de bain de l'internat, on débat de beaucoup de choses et on voulait faire un ethics, donc un format éthique, à propos de l'entrepreneuriat. Après, on n'y connaît rien. Encore une fois. Mais il y a un truc qu'on voit, c'est que si on représente la courbe du bien-être d'un salarié ou de l'impact d'une société sur l'environnement avec leurs profits, ça va être exponentiel. Et seulement quand les profits vont atteindre un bon haut plafond, on va commencer à réfléchir à peut-être
faire quelque chose pour le salarié ou l'écologie ou quelque chose comme ça. Ça, c'est limite quand même parce que quand une entreprise fait rien pour ses salariés, au bout d'un moment, ils partent. Donc, bon, Voilà, ça a ses limites, mais c'est un peu ce qu'on a l'impression que c'est. Après, peut-être qu'on se trompe totalement. On a eu l'idée au lieu de quelque chose en courbe, de quelque chose plus en échelon, c'est-à-dire avoir un bénéfice suffisamment élevé pour générer du profit, parce que le but d'une et entreprise, de la trésorerie c'est de aussi, générer du pour profit, pouvoir survivre. voilà, de rester dans le positif, mais que si on monte le chiffre d'affaires, comme un échelon, le bien-être des salariés ou l'indice écologique, ou ça doit monter avec. C'est une idée qu'on a potentiellement eue et c'est quelque chose que je vois bien dans comment imaginer une entreprise de demain. Après, je ne connais pas du tout ce qui est sur l'entreprise d'aujourd'hui. C'est pas possible. Peut-être, J'ai pas de réponse. François, vous avez peut-être une petite réaction sur... Ça me rappelle mon premier cours d'économie, j'avais 18 ans, je rentre dans un amphi, économie générale, et le professeur nous dit, la première règle dans une entreprise privée, c'est de maximiser son profit. Donc c'est bien de vouloir être éthique, mais il faut aussi gagner de l'argent. Oui, c'est ça. Et alors après, tout dépend dans la façon dont vous allez construire le statut juridique de votre entreprise. Si vous êtes auto-entrepreneur, ça va, ou entrepreneur individuel. Mais si vous fondez une société, vous allez avoir des associés ou des actionnaires. Qu'est-ce qu'ils attendent ? S'ils attendent du cash, de la rémunération, l'éthique, ça va être plus difficile à faire. Par contre, si vous êtes tous d'accord, c'est là où vous allez réfléchir en vous disant on peut se rémunérer en plus en tant qu'actif dans l'entreprise et on peut consacrer une grande partie des bénéfices à les réinvestir. Ça peut être en plus dans de l'humanitaire, mais aussi dans un processus de production qui va être avec l'équilibre en termes d'émissions de carbone, etc. Il y a plein de choses à faire. La redistribution d'une partie des bénéfices aux salariés. Donc ça, on peut faire plein de choses. Mais à un moment donné, ces entreprises qu'on cite depuis le début, elles ont pris de l'importance. Elles sont rentrées en bourse. Elles ont fait appel à des capitaux extérieurs, donc à des investisseurs. Et eux, ils ne sont pas là pour faire de l'éthique, ils sont là pour qu'il y ait une rentabilité dans l'entreprise. Gardez le cap quand vous devenez grand comme ça, un cap éthique, ça devient difficile. Et comment on pourrait allier justement rentabilité et éthique ? Pour moi, c'est qu'il y a un problème, c'est que l'éthique est vue comme quelque chose qui va faire perdre de l'argent et qui n'est en aucun cas quelque chose qui rapporte. Comme ce qu'on a dit sur l'écologie la semaine dernière. Voilà. On est utopiste, mais quand on parle par exemple de publicité éthique, comme on a eu l'idée, c'est qu'en fait, ce soit quelque chose qui... Forcément, quand on voit d'un côté une entreprise qui fait des efforts pour l'écologie, pour l'éthique, le bien-être de ses salariés, etc. Et de l'autre côté, une entreprise qui fait pas du tout ça. Enfin, je sais pas, en tant que consommateur, j'aurais plus tendance à aller vers l'entreprise, la première. Mais après, est-ce que ça va pas avoir par contre une répercussion sur le coût les produits ou des services qu'elle propose ? Ce sera certainement plus cher. Et malheureusement, par exemple, la crise actuelle, avec l'inflation qu'on connaît, fait que les gens se détournent du bio. Beaucoup de gens ces dernières années étaient allés vers le bio, il y avait un vrai effet, mais là, comme tout coûte plus cher, on revient à des produits, enfin il y a un retour en arrière qui est un petit peu dommage. Ouais. Donc à un moment donné aussi, le porte-monnaie l'emporte, il y a un arbitrage entre le porte-monnaie et les valeurs, et parfois c'est le porte-monnaie qui l'emporte. Parce qu'aujourd'hui, c'est le porte-monnaie qui nous fait vivre finalement. Dans une société, c'est le cas malheureusement ou heureusement, selon certains points de vue. Et donc voilà, c'est le fait qu'il y ait par exemple ce côté de bio et d'écologie qui en pâtissent, forcément c'est très dommage pour la planète, surtout dans l'urgence climatique dans laquelle on est. Mais on n'a pas forcément le choix avec les moyens qu'on a. C'est lié au contexte. On serait dans une période de prospérité, de croissance. Les gens auraient un pouvoir d'achat qui augmente, je pense qu'ils seraient plus éthiques dans leurs achats en matière de consommation de denrées alimentaires. Mais voilà. Aussi là, on est dans une période... Est-ce que si jamais on ne normalisait pas le fait de vendre bio, etc., de vendre local, etc., ça baisserait le coût de base, ça baisserait le coût de... Tu veux dire imposer du bio ? Non, que si jamais ça se démocratisait plus et que ça devenait la norme et que ça devenait plus un produit de luxe, est-ce que le prix descendrait ? Alors, c'était le cas ces dernières années, mais là, quand tu prends 6 à 10% d'inflation, les gens, et encore on n'en est qu'au début, parce que là l'hiver n'est pas là, mais les factures de chauffage d'électricité vont être très élevées, il va falloir économiser sur autre chose. En fait, c'est le contexte qui explique que le fait qu'on fait machine arrière depuis quelques mois. Voilà, c'est le contexte. Si on arrive à sortir de cette crise assez rapidement, on peut espérer que les gens
reviennent vers des comportements éthiques en matière de consommation. Et il y en a d'autres qui sont prêts à faire des sacrifices, c'est la consommation engagée, mais les nouveaux convertis au bio l'étaient parce qu'ils en avaient les moyens. Voilà. Mais là, avec le resserrement du pouvoir d'achat, ça va être difficile. Et concrètement, là, c'est pas la première inflation qu'on vit. Comment on fait pour faire en sorte qu'une inflation arrête d'enfler? C'est-à-dire qu'on coupe une inflation et qu'on retourne un peu au statu quo. Alors, je veux bien répondre. Après, je trouve qu'on s'éloigne un peu des GAFAM, mais juste, Oui. on l'a en France, en 1983, il y avait 13% d'inflation. Ce qui coûtait 100 francs le 1er janvier coûtait 113 francs le 31 décembre. C'était beaucoup quand même. Et on l'a cassé en fait en désindexant les salaires des prix. C'est-à-dire que les salaires n'augmentaient pas. Il y a eu une période qu'on appelait la rigueur. Il y a eu 2-3 ans un peu difficiles et où finalement on a fait en sorte que les gens aient moins de pouvoir d'achat. Voilà. D'accord. Moi, j'avais entendu l'idée intéressante d'un économiste, et ça rejoint plus les GAFAM sur la publicité, qui disait ça pourrait être intéressant de faire comme un Nutri-Score, mais un éco-score pour les pubs, donc sur le point de vue écologique, mais ça pourrait être éthique, ça peut être sur plein de sujets. Mettre un score, et plus ton score est mauvais, plus tu payerais cher ta pub. On l'avait proposé la semaine dernière. Exactement. Un J'étais système pas identique. là. Oui, non, mais t'inquiète pas. Ça écoute pas nos émissions, dis donc. Oh là là, tu vas être banni, Paul. On va réaxer un petit peu le débat, comme l'a mentionné François. Je voulais parler un petit peu du côté un petit peu plus social des réseaux sociaux et des multinationales. Et du fait, comme vous l'aviez dit, Paul et Hélène, dans votre chronique, du suicide que ça pouvait causer, des problèmes de santé et d'estime de soi. Comment on pourrait faire pour régler ces problèmes et justement cadrer un petit peu mieux tout ça? Là, le problème, il s'axe sur le fait que tu te sens plus puissant derrière un écran qu'en face. Ouais. Oui. Principalement. Et après, c'est encore une fois la question qu'on avait tout à l'heure, est-ce que mettre un bot ou une intelligence artificielle qui lit tous tes messages pour savoir si t'es pas méchant avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est forcément bon à faire, qui doit être fait. Et est-ce que le seul problème est là, et est-ce que au lieu de de limiter ça sur les réseaux, on devrait pas plus aller juste entre guillemets éduquer la société sur ce genre de pratiques? Je suis tout à fait d'accord sur le côté éducation. On a plié ma question en 2 secondes. T'inquiète, j'en ai d'autres. T'as d'autres questions? Ah bah oui, c'est... Ah bah vas-y, je te laisse Est-ce axer le que débat. les GAFAM peuvent continuer d'exister aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que de tous les problèmes qu'on relève, est-ce que demain ça peut continuer? Oui, on en parlait juste avant. Vous parliez, monsieur, du coup, de Facebook et de Twitter qu'on disait en chute libre. Oui, ce matin, c'était sur France Inter, parce que je suis obligé d'écouter cette radio et Télérama. Mais j'ai la Et télé. Delta FM. Mais j'ai la télé. Oui, il y a visiblement un article, on pourra le retrouver dans la chronique du 5-7, et qui disait que le modèle économique de Facebook était en panne. Alors Twitter, ça va mal parce qu'il fait n'importe quoi dans la gestion, Oui. mais Facebook, qui est quand même le réseau social le plus développé, son système de financement par la publicité, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous. Exactement. Voilà. Ça marche un petit peu moins bien. Et surtout, il s'est planté sur Meta. Donc, on voit bien ainsi que ces grands chefs d'entreprise n'ont pas que des bonnes intuitions. Steve Jobs, qu'on célèbre comme un génie, si vous regardez toutes les innovations qu'il a lancées, il y a eu aussi de sacrés échecs, des produits qu'on ne voit plus, qu'on cache. Qu'Apple a Et un à peu l'inverse, Ouais. À l'inverse, Reed Hastings, le fondateur de Netflix, est l'un des plus grands génies qu'on ait connus, parce qu'aucune de ses idées, pendant je ne sais combien d'années avec son partenaire, ils attendaient de se faire licencier parce qu'en fait, leurs 2 entreprises ont été rachetées par une 3e plus grande, et ils savaient que leur place était finie, mais ils attendaient juste doucement d'être licenciés. Et en attendant, ils essayaient de lancer quelque chose avec ce boom d'Internet. Et donc Mark Randolph proposait beaucoup d'idées à Reed Hastings, et Reed Hastings n'a choisi que la bonne qui a marché, celle de Netflix, donc de vendre des DVD, puis par abonnement, etc. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez pour la prouesse qu'il a réussi à faire. L'histoire de Netflix est passionnante. Et incroyable. Si vous savez en apprendre sur l'histoire de Netflix, c'est Sofiane, qui a fait une très belle histoire de marque à ce sujet. Vous avez conseillé The Social Network de David Fincher, qui est un film remarquable, vraiment remarquable. Oui. Regardez-le. Je l'ai pas vu. Il faut que je le regarde. J'avais une autre question. Comment on peut, pas forcer, mais
allier, parce qu'on parle d'éthique, mais avec l'éthique vient aussi la question de l'écologie. Et malheureusement, quand on soulève ce genre de questions, il y en a beaucoup qui viennent derrière, et une entreprise ne peut pas fournir partout, à la fois en éthique, en écologie, en droit, je ne sais pas, d'autres choses. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'allier écologie et ces entreprises, ces grandes firmes transnationales? C'est très compliqué. On en a parlé la Mais c'est semaine ça. dernière. On a beaucoup parlé la semaine Si dernière. l'un d'entre vous veut refaire un petit bilan, une petite conclusion de ce qu'on a fait pour informer Paul et François. C'est-à-dire qu'il y avait un truc par contre que j'ai trouvé super intéressant, c'était l'idée du marché là, de Oui. la pollution. Exactement, Ah oui. de la banque de la pollution. Non, là. je leur ai expliqué le marché des quotas carbone. Mais Et c'est dommage que ce genre Qui est une solution très libérale, hein, pourtant, qui n'est pas du Bah, tout régulationniste, on ah passe non. pas par les taxes ou la loi. pas du tout, mais qui, on s'en rend compte, a quand même fonctionné. Mais Pourquoi C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est probablement parce qu'il faut que l'écologie devienne une sorte d'argument de vente et devienne rentable. Parce que si c'est pas le cas, oui. Encore une fois, c'est que c'est toujours la loi du plus fort qui est en vigueur sur cette terre, sauf qu'avec nous, les humains, la loi du plus fort, c'est celui qui a l'argent. C'est-à-dire que si tu veux forcer quelqu'un à bouger, il faut appuyer là où ça fait mal, et donc forcément sur l'argent. C'est pour ça qu'en faisant de l'écologie, ou même du coup de quelque chose d'éthique, une sorte de valeur marchande, on va pouvoir potentiellement faire changer les choses. Par contre, ça me met un doute, c'est-à-dire que dans le marché des droits à polluer, d'émettre du CO2, on trouve la sidérurgie, la cimenterie, ces gens. Mais je me demande si les entreprises de la tech font partie des secteurs concernés, parce que je ne sais pas si vous avez fait la semaine dernière une évaluation du coût carbone des GAFAM. Ce serait intéressant moi, j'ai pas d'informations là-dessus. Oui, mais est-ce qu'on a des données? Est-ce qu'elles publient des bilans carbone? Parce que le marché des droits à polluer est ouvert aux entreprises polluantes. Donc j'ai dit sidérurgie, cimenterie, automobile, etc. Pétrochimie. Mais peut-être qu'il faudrait obliger les entreprises, parce qu'aux États-Unis depuis 2003, il y a un marché réservé à ces entreprises polluantes. Donc je me demande si elles rentrent ou pas dans ce marché. J'ai pas la réponse. Je ne sais pas du tout. Ouais. Ce serait logique qu'elles rentrent dans ce marché à cause des serveurs et de la tonne de CO2 que ça relâche. C'est pour ça, triez vos mails, triez votre drive. C'est des gestes qui peuvent prendre un petit temps, mais qui sont vraiment utiles, et pour se retrouver dans ces mails, et aussi pour la planète, parce que ça permet de libérer des serveurs qui polluent énormément. Une solution, c'est la taxe, mais les anglo-saxons n'en veulent pas parce qu'ils sont traditionnellement libéraux, hostiles. Pour eux, les impôts, ça casse l'incitation à investir, à se développer, à créer des entreprises. Donc là, moi, je regardais juste du coup sur Internet, et une des premières réponses, c'est que oui, Google a acheté des crédits carbone sur les marchés, D'accord. justement. Très bien. Donc ils Oui, doivent et être impactés par ça. Que Google et Apple sont passés suite à une proposition de loi qu'il y avait en 2020 sur l'impact environnemental du numérique, mais en France spécifiquement. Donc avait été auditionné en France pour essayer de trouver des solutions, mais après c'est qu'une source, donc vaut mieux pas se fier qu'à une seule source. Mais j'avais une autre question, Noé. Tu vas trouver de quoi meubler en attendant que je la retrouve. Eh bien sûr, de quoi meubler. Alors, chronique improvisée sur les porte-clés. Non, mais oui, voilà, c'est ça. C'est que on dit GAFAM, mais beaucoup ont sans doute entendu le terme simple de GAFA. Peu ont entendu le terme de FANG, donc F-A-A-N-G, qui serait pour du coup Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google. C'est que vraiment la place de beaucoup de ces GAFAM sont controversées, comme Microsoft, qui a connu une énorme perte de puissance, qui a juste pu remonter grâce à tout ce qu'elle a racheté, et la montée de Netflix justement dans ces GAFAM. Est-ce que pour vous, la prospérité de ces entreprises, est-ce que pour vous, une entreprise comme ça peut tenir sur encore le long terme, sur encore, je sais pas, des 10 ans, Ouais, oui, c'est mais super compliqué 30, comme question 50. parce que j'ai l'impression qu'on est un peu à la naissance de tout ça encore. Et donc, si on veut se projeter dans le futur, finalement, avec ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est presque impossible. Et puis, en ce moment, tout va on très n'est pas des vite. spécialistes. C'est-à-dire que, en très peu de temps, je repense par exemple, à ce que le fait par exemple, de TikTok, où ça a vraiment Explosé. Ça a explosé en. Je pense, je crois que ça a 4 ans. explosé. Ouais, 2018. Comme ça. c'est très peu. Mais En 4 ans, tu regardes, ça va très vite. Et donc, est-ce que TikTok sera encore aussi. À la mode. À la mode dans 4 ans?
tu sais pas, parce que du coup, ça se trouve, on va trouver quelque chose Encore mieux ailleurs. Ouais. d'encore mieux, Mais ou tout alors ça, au en fait, contraire, ça- TikTok va baisser d'un coup parce Ouais. qu'on se rend compte que du coup, au niveau des conditions d'utilisation, c'est pas dingue. Et du Mais coup, ça pose une question d'éphémérité qui serait en lien finalement avec une ascension fulgurante. Mais Après, il y a quelque chose, c'est que éphémère, Apple c'est 98, Microsoft c'est 2004. Non, Mais J'ai oublié. Ouais, mais même si c'est des Ah. années 90, mais c'est que ça c'est tient quand même parce que ça. c'est quand même assez jeune. Bah oui, parce Bah oui, que moi- ça se moi, c'est là que renouvelle. je rejoins Mhm. Facebook, YouTube, Twitter, c'est moins de 20 ans. C'est 2006, 2004, 2005. Dans ces eaux-là, c'est toutes ces Facebook, applications. ça doit être 2007, je pense, mais ce sera vérifié. 2006, c'est Twitter, ça c'est sûr. 2005, 2005, c'est YouTube. YouTube. Facebook, je sais pas. Netflix, c'est ancien, mais par exemple, Facebook c'est 2006. 2006. Netflix sur le marché du streaming, j'ai pas les dates précises en tête, mais c'est assez récent et Bah, en fait, que- et Netflix surtout c'est cette passé fulgurance- du streaming, enfin Oui. du DVD, de la vente de DVD au streaming c'est en ça. 2003. et ce que 2004. là, ce que je veux c'est rejoindre, devenu populaire assez d'un coup finalement Netflix. Ah non, ils arrêtaient pas de demander de se faire racheter parce qu'ils étaient en faillite totale, ils ont pris la crise totalement en pleine tête. Ils ont demandé à Blockbuster, l'ancien Ouais, géant mais de... c'est devenu populaire d'un coup. C'est-à-dire C'est devenu populaire grâce au génie de Reed Hastings qui a mis en place les premiers modèles en fait, en croisant 3 données, comment l'utilisateur a aimé le film qu'il vient de regarder, comment les mêmes utilisateurs ont Ouais. aimé ce film et quels Et donc, quels ce films que je ils veux ont dire regardé, par là, eux. c'est que finalement, on n'est pas à l'abri que dans quelques années, avec l'exemple de TikTok là, il y ait plein d'entreprises qui deviennent populaires d'un coup et que finalement, ces GAFAM, un nouveau modèle ces grandisse. têtes montantes, entre guillemets, ces têtes dominantes, finalement, elles soient plus si dominantes que ça parce que ça fait une sorte de marée au même niveau. Bah après, je Ah. compare. Vas-y. après moi, ce que je veux revenir, c'est que quand on prend l'exemple des GAFAM, ce qu'on regarde, c'est qu'en fait, il y a toujours eu, on va dire, de l'innovation, je mets des guillemets, par exemple, non, de l'innovation, c'est-à-dire de nouveaux produits ou quelque chose de Apple nouveau qui est avec leur arrivé. idée de, j'ai oublié le nom qui donne à ça, mais c'est vraiment de faire un micro changement pour sortir la règle d'un iPhone par an. Exactement. Ou même par exemple, on prend Facebook qui a racheté Instagram et du coup qui a fait. Enfin, il y a aussi eu ce changement-là. Ou voilà, du coup maintenant qui est devenu Meta. Donc voilà, il y a un changement qui font que j'existe encore et qui essayent de nous attirer et d'attirer le consommateur. Parce qu'en vrai, ces entreprises-là n'existent pas sans le consommateur. Mais il y a beaucoup de choses que, enfin, on en parlait hier soir avec Paul aussi et c'était avec Léo, c'est que beaucoup d'applications concurrentes appartiennent à la même firme. Oui. Waze, par exemple. Et Google Maps, ça appartient les deux à Alphabet. C'est là, À oui. Google. Quand vous avez dit ça tout à l'heure dans votre chronique, moi j'ai trouvé ça étonnant parce qu'en vrai, moi je les vois comme des concurrents parce que du coup, Oui. ça propose le même service. Mais ils s'en sont pas vantés, enfin pas Mais en fait, énormément. Et puis, Parce je que pense que ça c'était leur dans leur profite intérêt. aussi. C'est-à-dire qu'ils ont une situation de concurrence. Ok, si t'aimes pas Google Maps, bah, tu vas aller sur Waze. Ça leur rapporte aussi. Si t'aimes pas Ouais, Waze, tu vas c'est aller ça. sur Et Google ce Maps. serait pas justement en lien avec la loi dont vous avez parlé de... On a parlé d'une loi. Pas de la loi, mais si, je crois que c'est d'une loi qui dit que Sur le machin, monopole. le monopole du marché. C'est les lois antitrust aux États-Unis. Ouais, voilà. On veut éviter qu'une entreprise soit le leader parce qu'il y a toujours la tentation de l'abus de position Et ça, ce dominante. serait, Voilà. si c'était aux États-Unis, Ça ce serait pas existe, illégal. ça existe aux États-Unis. La question, c'est la réponse de Meta, c'est de dire mais il y a TikTok. Vous voyez, je suis pas en monopole. Les réseaux sociaux, il y en a d'autres. Mm. Et donc, ça va être un long combat d'avocats et surtout de rapports de force, de rapports de force, notamment. Tu as souvent dit corruption, sans aller jusqu'à la corruption, parce que là on parle d'un échange monétaire. C'est simplement de convaincre. Je suis Mark Zuckerberg, je vais voir un sénateur, je lui rappelle que j'ai des serveurs qui emploient, j'ai une partie de mon entreprise qui est dans son état, et qu'il y a 2000 personnes qui travaillent dans son état. Il veut me faire exploser, très bien, mais dans ce cas-là, il va faire 2000 chômeurs dans son état. Vous comprenez, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et ça peut être aussi, et c'est légal aux États-Unis et encadré, le financement des prochaines campagnes électorales. Je vous fais un chèque. C'est pas c'est encadré par la loi là-bas aux États-Unis. Hein. C'est très clair et c'est transparent. Donc ça va être une énorme bataille. Voilà. Et c'est vrai que la question qu'on pose, c'est est-ce que les entreprises vont durer ? Moi, je pense que c'est ce que tu as dit. Ça va être la conjonction d'une innovation au bon moment et avec le bon entrepreneur ou la bonne entrepreneuse. Parce que il y a aussi l'idée de celui ou celle qui porte ça et qui y croit. Voilà.
Donc, désolé, je vais faire un petit cours. C'est ce qu'on appelle Joseph Schumpeter, c'est un de mes économistes préférés, dans mon top 3 préférés, pardon. Et Joseph Schumpeter n'était pas un libéral convaincu, mais il disait il y a 2 types de chefs d'entreprise. Il y a les gestionnaires, pères de famille, ceux-là ne m'intéressent pas. Et puis il y a les visionnaires. Les visionnaires, c'est pas tant ceux qui veulent s'enrichir, c'est ceux qui veulent créer un empire. Et quand il y a la conjonction de l'innovation qui répond à un besoin à un moment donné des consommateurs portés, là ça marche. Bon, la conjonction, il faut l'alignement des planètes, on l'a pas toujours. Donc regardez, Meta, ça n'a pas l'air de marcher, non, Non, ça- Le ça métaverse, ça marche pas du tout parce que justement Ils estimaient à je ne sais combien de le connectés consommateur, par mois, ils sont à 60 Ouais. à peine. ils ont Ça, visé c'est des un chiffre. consommateurs qui sont pas du tout intéressés par ça finalement, parce que je crois que c'est utilisé vraiment que parfois par des chefs d'entreprise quand ils veulent Ouais. faire des visios, Professionnel, c'est ça. et donc pas parce que pas par des gens lambda comme nous qui voudraient un jeu vidéo, parce que finalement c'est très peu intéressant, il y a très peu de choses qui puissent nous divertir dans ce métaverse, et donc finalement c'est un peu en faillite à cause de ça. Et regardez Elon Musk, le génie, c'est même pas il patauge là, il s'enlise avec Twitter. Il pourrait presque couler l'entreprise s'il ne se reprend pas. Donc voilà, cette conjonction de l'innovation, du besoin du consommateur et de la personne qui va porter ça et y croire, c'est peut-être que de nouveaux géants vont apparaître. Ça, c'est difficile à prévoir. Et c'est un secteur qui va très très vite, comme tu l'as souligné, Claire. Bah, c'est bien d'avoir une idée, mais il faut savoir la vendre. Et du coup, on n'en a pas parlé tout à l'heure aussi. Il y a des alternatives aussi qui existent. Par exemple, tout bêtement, au lieu de Google Search, vous utilisez Quant, qui appartient à l'État français et qui, eux, du coup, vu que c'est géré par l'État français, ne récoltent aucune donnée. Et c'est 100% français, c'est des Bretons, si je dis pas de bêtises. Ça marche aussi. Ça fait plaisir à certaines personnes. Vive la Bretagne. Peut-être juste un peu moins d'écran. Oui, aussi. Oui, aussi, tout Aussi. simplement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout ça est fondé juste sur l'utilisation d'un téléphone, d'un ordinateur qu'on a tous dans notre poche, qui avec une puissance de calcul qu'on n'a pas besoin, pour être honnête. Exactement. J'ai moi-même dépensé, j'ai économisé, etc., pour m'acheter une puce gaming, etc., que je n'exploite pas du tout. Mais c'est vrai que juste réduire ça permettrait juste, en fait, quand il n'y a pas le client, il n'y a pas le profit, il n'y a pas toute cette emprise qu'ils avaient. Et finalement, ça permettrait d'avoir une meilleure santé et de pouvoir justement faire des choses qui sont beaucoup plus écologiques et durables sur la planète, parce que passer du temps sur son écran à recevoir des notifications, tout ça, ça pompe beaucoup de serveurs. Et donc si on passait moins de temps, on aurait par exemple moins d'abonnements sur des réseaux sociaux ou des choses comme ça. Notre consommation de serveurs, entre guillemets, serait beaucoup moins importante et donc polluerait beaucoup moins. Sobriété, voilà, c'est parce que décroissance, ça fait encore un peu peur, mais sobriété, c'est le mot à la mode, donc que tout le monde évoque. Et je pense que c'est un beau mot pour la fin. Je vois l'heure, je vrai. sais qu'il y en a qui vont être déçus de ne pas continuer le débat, j'en vois 2 ici présents. Mais J'avais malheureusement, encore tellement de trucs. une émission, ça a un début et une fin. Vous pouvez bien sûr en parler chez vous. Ça aura une suite. Venez sur Insta. C'était Choupot sur Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver toutes nos rediffusions d'émissions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. On remercie chaleureusement Paul et François qui Merci sont beaucoup. venus Merci à participer vous. à l'émission et apporter un point de vue très pertinent. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.